Voici la Hongrie. En voilà un pays qui s'est fait un petit peu avoir par l'histoire, par les grands événements du XXe siècle, et vous allez tout de suite comprendre. Premièrement, voici la Hongrie avec ses frontières. En Hongrie, on parle hongrois. Le hongrois est une langue finno-hongrienne, ce n'est donc pas une langue indo-européenne, comme toutes les langues des pays voisins. En Roumanie, par exemple, on parle roumain, c'est une langue romane. En Slovaquie, en Serbie ou en Croatie, on parle des langues slaves. En Autriche, on parle allemand, une langue germanique. Toutes ces langues sont des langues indo-européennes. Mais en Hongrie, la langue est d'une autre famille. Cela veut dire qu'il n'y a aucun continuum linguistique entre le monde hongrois et les pays voisins. Maintenant, on va supprimer les frontières politiques. Et voici ce qu'on voit. Des montagnes au nord avec la Slovaquie, des montagnes à l'est avec la Roumanie, des montagnes à l'ouest avec l'Autriche, la Croatie. Maintenant qu'on a vu les montagnes, on va remettre les frontières politiques. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'elles ne coïncident pas du tout avec les frontières naturelles. C'est comme si les frontières de la Hongrie avaient été dessinées un peu aléatoirement. Car en effet, il n'y a pas de raison qu'ici dans cette plaine, on parle hongrois, et que de l'autre côté de la frontière politique, on parle roumain. Les peuples ont toujours été guidés par le relief. Pourquoi ça ne serait pas le cas ici ? Si j'enlève à nouveau les frontières politiques, je découvre une grande plaine qui peut intégrer la Hongrie tout entière. La plaine de Pannonie. Mais cette grande plaine va au-delà de cette Hongrie politique. Que s'est-il passé ? On va voir ça de suite. Histoire. Mon objectif n'est pas de raconter toute l'histoire de la Hongrie, mais d'expliquer les frontières actuelles créées durant les 2 derniers siècles. Tout d'abord, la Hongrie était intégrée dans l'Empire d'Autriche. Mais en 1867, les Hongrois qui veulent une autonomie se rebellent. Le pays devient donc l'Empire d'Autriche-Hongrie, avec une partie pour les Allemands, appelée l'Autriche, et une partie pour les Hongrois, appelée Hongrie. En réalité, la partie allemande concerne de nombreux territoires qui ne sont pas peuplés par des Allemands. Ici, il y a des Tchèques, ici des Croates, des Slovènes, et là, c'est des Polonais. Et c'est pareil pour la partie hongroise, qui mélange d'autres peuples aux extrémités, des Roumains, des Croates, des Serbes, des Slovaques, etc. Ensuite arrive la Première Guerre mondiale, et l'Empire d'Autriche-Hongrie fait partie des pays de la Triplice. Mais cette alliance perd. L'Autriche et la Hongrie sont considérés comme les pays fautifs. Les vainqueurs décident de redessiner les frontières de l'Europe lors du traité de Trianon. Leur objectif est de donner un pays à chaque peuple. Ainsi les Bohèmes, Moraves et Slovaques, peuples cousins, sont intégrés dans un même pays qui s'appelle la Tchécoslovaquie. Mais dans certaines zones, on trouve à la fois des Hongrois et à la fois des Slovaques, surtout dans le nord de la plaine. Vu que la Hongrie est considérée comme le pays perdant de la guerre, elle n'a pas la priorité, et les territoires hongrois sont intégrés dans la Slovaquie. Pareil à l'est, il y a des territoires peuplés par de nombreux Hongrois, mais aussi des Roumains. Dans le doute, on donne toute la Transylvanie à la Roumanie. Au sud aussi, et c'est la Yougoslavie qui récupère les territoires. Il existe même un territoire peuplé par des Allemands, directement donné à l'Autriche. Bref, la Hongrie est beaucoup plus petite que le territoire d'origine des Hongrois, et c'est ce qu'on va voir notamment dans cette vidéo. Réseau. Avant d'aller voir le lien entre la Hongrie et les pays voisins, commençons par regarder le réseau urbain de ce pays. Budapest est la capitale, ville sur le Danube. Avec son agglomération, elle compte 2,5 millions d'habitants, sur 9,5 millions de personnes dans tout le pays. Elle représente un quart de la population totale du pays, c'est donc un pays très centralisé. La deuxième agglomération est Debrecen, 200 000 habitants, soit 10 fois moins que la capitale. C'est la grande ville de l'Est. La ville est au centre d'une région composée de plusieurs petites villes alentours. Szeged et Miskolc font chacune entre 150 000 et 200 000 habitants. Puis Pest et Győr font entre 130 000 et 150 000 habitants. Nyíregyháza, Kecskemét, Székesfehérvár comptent chacune environ 100 000 habitants. Si on regarde un petit peu la répartition de la population, presque 3 millions de personnes vivent dans la Hongrie centrale. À l'est, on y trouve les grandes plaines et le nord de la Hongrie. Presque 4 millions de personnes vivent dans cette région. À l'ouest du Danube, on compte presque 3 millions de personnes. Ça fait un total de 9,5 millions d'habitants en Hongrie. Comment sont reliées les villes ? Le réseau autoroutier est en étoile en partant de Budapest. Cette dernière dispose d'une rocade autoroutière qui mène vers 6 autoroutes, dont 5 axes majeurs. Le réseau ferré est lui aussi très centré sur Budapest. Le réseau a été développé à l'époque de l'Autriche-Hongrie en centrant les réseaux sur Budapest et Vienne. En ce qui concerne les aéroports, seul Budapest est réellement important, avec 16 millions de passagers en 2019, avant la pandémie du Covid. Budapest est la base de la compagnie Wizz Air, la 3e plus grande compagnie à bas coût d'Europe et la 7e plus grande compagnie de ce continent. Cette compagnie hongroise a profité de sa situation centrale en Europe pour devenir une compagnie qui dessert les pays d'Europe de l'Est à ceux d'Europe de l'Ouest.
là où au contraire Ryanair était trop excentré. Aujourd'hui, Wizz Air dessert une cinquantaine de pays et dispose de bases aéroportuaires dans de nombreux pays. Et en ce qui concerne les transports en commun, comme beaucoup de pays de l'ancien bloc de l'Est, de nombreuses villes disposent du tramway. Cependant, la Hongrie a réussi à renouveler ses réseaux. À Miskolc, par exemple, il y a eu le grand projet Solt-Nil, la flèche verte, dont le but est de reconstruire les lignes de tramway et les moderniser avec des quais. À Szeked, on y trouve le plus grand réseau après Budapest. Et la ville est même reliée par le tram-train à la ville voisine de Hódmezővásárhely. À Debrecen, après avoir perdu presque toutes ses lignes pour qu'il n'en reste plus qu'une, une seconde a été construite. D'autres tramways à l'étranger ont été construits par la Hongrie à l'époque de l'Autriche-Hongrie. Le tramway de Bratislava, de Košice et de Novigrad, actuellement Oradea en Roumanie. À Budapest, en plus du tramway, il y a le métro. Le métro de Budapest est considéré comme le plus vieux métro d'Europe continentale, avec son premier tronçon souterrain ouvert en 1896. Et aujourd'hui, la ville dispose de 4 lignes. Économie. Allons jeter un coup d'œil à quelques régions culturelles ou naturelles au sein des frontières de l'actuelle Hongrie, et leurs atouts économiques. Comme je l'ai dit, Budapest est une des principales bases de Wizz Air. Seconde capitale de l'Empire d'Autriche-Hongrie, Budapest a été classée UNESCO pour ses rives sur le Danube. C'est une capitale thermale, avec notamment les thermes Széchenyi. C'est aussi une capitale dentaire. Le tourisme médical pour les dents est très réputé en Hongrie. Budapest est le centre économique du pays. La Hongrie n'a pas accès à la mer, mais dispose du lac Balaton. Bien que faiblement densifié, les rives du lac sont presque partout urbanisées. C'est une grande zone touristique de ce pays. La rive sud, par exemple, est bordée par plusieurs petites stations balnéaires, chacune ayant une petite gare car le chemin de fer longe la rive. Il y a aussi l'autoroute et parfois des pistes cyclables. Au nord du lac, on trouve des stations thermales comme Balatonfüred, ville qui s'est développée à partir du 19e siècle, une des plus anciennes villes du lac Balaton. Le lac Balaton a la particularité d'être très peu profond. L'eau chauffe très facilement, ce qui le rend attrayant l'été. Au nord-ouest, on trouve la ville de Kure. Cette dernière bénéficie d'une bonne position, car non loin de l'Autriche. Quand le rideau de fer de la guerre froide est tombé, la ville s'est directement trouvée face à l'Europe de l'Ouest. Elle fait partie de la région Centrope, une région européenne dont le but est de promouvoir l'axe entre Vienne et Budapest. Un axe historique, mais qui a été coupé pendant les années du communisme. On y trouve l'entreprise automobile hongroise Raba depuis le début du XXe siècle, et grâce à son savoir-faire, Kure a attiré Audi. Au nord-est, on a une géographie région industrielle. La ville de Miskolc est une ville industrielle historique, une ville de l'industrie métallurgique, mais aujourd'hui en crise post-industrielle. À l'est de la Hongrie, on y trouve de nombreuses petites villes réparties dans la plaine. Cette plaine a d'abord développé l'agriculture pour se diversifier ensuite. On y trouve aussi le parc national de Hortobágy et la plaine de type Puszta, nom qu'on donne aux steppes en Hongrie. La ville de Debrecen, dans la plaine, est le centre protestant de la Hongrie, le reste du pays étant plutôt catholique, du moins historiquement. Mais maintenant qu'on a vu l'intérieur du pays, allons voir l'extérieur, car le monde hongrois ne se limite pas au pays politique. Hongrois de l'étranger. Avec le traçage des frontières, de nombreux Hongrois, qu'on peut appeler Magyars, sont devenus des citoyens d'autres pays. On va aller voir différentes régions de ce type. Tout d'abord, nous avons le territoire d'Örvidik. Ce territoire est historiquement peuplé par des Magyars. Mais beaucoup d'Allemands sont venus vivre dans la région lors de la colonisation vers l'Est. En effet, pendant le Moyen-Âge, il y a eu un grand mouvement de population allemande vers l'Est. Certains ont étendu les frontières du monde allemand, d'autres sont partis vivre en tant que minorité dans des villes en Europe de l'Est. L'Örvidik est un typique territoire d'extension des populations allemandes. Et même Vienne est à l'origine une ville d'extension des peuplements allemands. L'Örvidik est devenu un territoire très important, rempli de citadelles, pour protéger des invasions turques. Vienne étant située entre deux chaînes de montagnes, elle est la porte d'entrée du monde allemand. Ce territoire germanisé était tout de même intégré à la Hongrie au sein de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Avec le traité de Trianon, il a été décidé d'être donné à la République d'Autriche allemande, car majoritairement peuplé par des Allemands. Aujourd'hui, c'est le Burgenland. Il y a plein de territoires qui ont été donnés aux pays voisins, mais qui n'étaient pas vraiment peuplés par des Magyars. Les territoires actuellement en Croatie, par exemple, étaient majoritairement peuplés par des Croates, mais dans l'actuelle Serbie, c'est différent. La Voïvodine est la région avec des minorités hongroises en Serbie. C'est surtout le nord de cette région qui est concerné, autour de la ville de Subotica. Au début du XXe siècle, on estimait que 60% de la population était hongroise à Subotica. C'était une ville à la limite entre le monde hongrois et le monde serbe. Le traité de Trianon étant désavantageux pour la Hongrie, la ville a été intégrée à la Serbie. Aujourd'hui, un quart de la population parle toujours le hongrois, langue officielle avec le serbe, dans la région.
Au nord, il y a la frontière slovaque. Si on regarde le relief, on peut voir qu'il y a des montagnes en Slovaquie et une plaine dans le sud du pays. Cette plaine était plutôt peuplée par les Hongrois, les Slovaques vivant dans les montagnes. Vu qu'il y avait des mélanges de populations, le traité de Trianon a préféré donner une partie des plaines à la Tchécoslovaquie. La ville de Losonc était majoritairement magyare par exemple, aujourd'hui devenue slovaque sous le nom de Louchenec. Pareil pour l'actuel slovaque Levice, appelé Leva à l'époque hongroise. Bratislava est une ville peuplée par des Allemands à l'origine, mais avec une grosse minorité hongroise. Aujourd'hui elle est totalement slovaque, le Danube ayant servi de frontière sur une partie. Il y a même une ville coupée en deux, Komárom. Enfin, dans les vallées de Slovaquie, nous avons les villes minières hongroises. Cette région, exploitée par les Allemands en territoire hongrois, est devenue une des principales sources d'or et d'argent en Europe. La colonie minière de Körmöcvanya est la plus importante. Elle était appelée Kremnitz en allemand. Aujourd'hui, c'est une ville slovaque du nom de Kremnica. À l'époque hongroise, un tiers de la population était allemande, un tiers hongroise et le dernier tiers slovaque. Aujourd'hui, la ville est exclusivement slovaque. Plus à l'est, nous avons la ville de Košice, deuxième ville de Slovaquie, Kassa en hongrois, ville hongroise jusqu'au 19e siècle quand la population slovaque commence à augmenter. Avant la Première Guerre mondiale, les Hongrois forment 75% de la population. Aujourd'hui, la ville est entièrement slovaque. Via le réseau routier, on voit encore le lien entre l'ancienne ville hongroise et la Hongrie. Il faut un peu moins de 3 heures depuis cette ville pour aller à Budapest. Il faut un peu moins de 5 heures pour aller à Bratislava. Avec les montagnes, on voit que Košice est plus tourné vers la Hongrie, son pays d'origine, que vers le reste de la Slovaquie, qui est séparé par les montagnes. Dans l'ouest de la Roumanie, on voit toute une zone située entre les montagnes et la frontière hongroise, avec 3 villes principales, Satu Mare, Oradea, Arad. Et dans ces 3 villes, les populations hongroises sont encore très importantes, contrairement à celles de Slovaquie. 40% de Hongrois à Satu Mare, 25% à Oradea, 12% à Arad. Et ces 3 villes étaient majoritairement hongroises avant qu'elles intègrent la Roumanie. Mais le reste de la Transylvanie a aussi des communautés hongroises, bien que loin des frontières. En particulier au centre de la Roumanie, dans le județ de Harghita, on estime que plus de 80% de la population est hongroise. Ce sont les Sicules. Les Hongrois sont catholiques, contrairement aux Roumains orthodoxes. Bref, ça fait beaucoup de Hongrois qui ne vivent pas en Hongrie, et ces Magyars ne sont pas des citoyens hongrois, mais des citoyens des pays où ils vivent. C'est le cas aussi de la communauté magyare d'Ukraine. Ils sont éthiquement des Hongrois, mais ce sont des citoyens ukrainiens. C'est assez pratique, il existe 2 termes, magyare et hongrois. Les 2 peuvent être synonymes, mais le terme magyare désigne exclusivement un hongrois ethnique, alors que hongrois peut désigner à la fois un citoyen hongrois, tout comme il peut désigner un hongrois ethnique qui n'est pas citoyen hongrois. On n'a pas vraiment de terme équivalent avec les autres peuples, par exemple le peuple allemand. On utilise le même mot pour désigner le peuple au sens ethnique que les citoyens de la République fédérale d'Allemagne. En Hongrie, il y a des communautés allemandes. Mais la plupart des Allemands des pays de l'Est ont été chassés pour retourner vivre soit en Allemagne fédérale, soit en Autriche. Récupération politique. Comme toujours, dès qu'un pays a été morcelé ou a perdu des territoires, un esprit nostalgique peut se dessiner. L'an dernier, dans ma vidéo sur la Roumanie, je ne m'attendais pas à de si nombreux débats dans les commentaires pour savoir si la Transylvanie était hongroise ou roumaine, entre gens des 2 communautés. Dans tous les cas, le traité de Trianon est devenu une obsession hongroise. Viktor Orbán, quand il est devenu Premier ministre pour la seconde fois en 2010, a décidé de faire de ce traité un pilier de son discours. On estime qu'1 Hongrois sur 3 a été déplacé à l'étranger avec le changement de frontière. Et aujourd'hui, les descendants continuent d'y vivre, parfois en ayant maintenu la langue. Viktor Orbán joue sur l'irrédentisme magyare pour gagner en popularité. À la tête du pays depuis 13 ans, il est surtout en train d'éloigner le pays de la démocratie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la Hongrie. Merci d'avoir regardé. Mettez un pouce bleu ou abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Et à la prochaine.